Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, metaverse, Web3 is literally eating the world, and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Pirates Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. I'll give the mic to Web3 builders, founders, and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion, and community-driven insight. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Pirates Land. On reçoit Walid. Walid, directeur général de Bitpanda. On voit Bitpanda partout dans Paris en ce moment. Tu vas nous raconter ça. Alors avant qu'on rentre dans le détail de Bitpanda, tu sais que moi, j'aime bien avoir ce podcast un peu en mode Karine Le Marchand version la crypto. J'aime bien comprendre le background des personnes avec qui on discute. Mon objectif, c'est que tous ceux qui nous regardent ou nous entendent puissent s'identifier à des gens, parce que chaque personne a une histoire un peu unique. Et au final, ça montre que rien n'est impossible et que toutes les histoires sont au final assez proches. Du coup, raconte-nous un petit peu, nous, ce qu'on veut savoir, c'est surtout qui est Walid, la personne, d'où elle vient, et qu'est-ce qui l'a amené à cet univers un peu technique, techno, crypto. Raconte-nous. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être là déjà, ça me fait toujours plaisir de revenir à Paris. Moi, je l'appelle tonton. J'ai quitté Paris il y a une quinzaine d'années, je suis installé aux Émirats Arabes Unis. Merci de m'inviter, c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi et tes auditeurs. Donc, mon prénom c'est Walid, j'ai grandi dans une campagne en province qui s'appelle Moret-sur-Loing. Okay. Et depuis mon plus jeune âge, je collectionne tout ce qui est autour de la technologie et notamment les jeux vidéo. Okay. Donc j'ai été piqué par un film que j'ai vu quand j'avais 7-8 ans qui s'appelle Back to the Future. Et depuis, j'ai toujours eu... Retour vers le futur pour les Français. Retour vers le futur, j'ai toujours eu une aversion pour tout ce qui est invention, nouvelles technologies. Frontières. Les frontières également. Il y a d'ailleurs en France un organisme qui est le prix Goncourt. Non, pas le prix Goncourt, l'équivalent du prix Goncourt pour les inventions. Okay. J'ai oublié le nom. Et ils étaient dans l'immeuble où j'habitais à Paris quand j'étais étudiant. Ok, énorme. Donc voilà, j'ai été piqué par les nouvelles technologies. J'ai beaucoup joué, j'ai eu les premières consoles. Je suis d'une génération en fait où on était les premiers à avoir accès aux réseaux sociaux. Donc ça s'appelait MySpace à mon époque, MSN, des connexions Internet. On a connu l'ancêtre du streaming avec des sites comme Napster par exemple. Et donc on est la première génération en fait à avoir été dotée de technologies mobiles. Donc ça a démarré avec la Game Boy, avec les portables et ensuite, comme je disais, avec les réseaux sociaux. Voilà, et donc quand il a fallu, après les études, choisir un secteur pour travailler, j'ai immédiatement opté pour les nouvelles technologies. Alors avant qu'on rentre un peu dans ce détail-là, je sais que tu as un sportif. Raconte-nous un peu ton rapport au sport. Toute ma vie, j'ai fait du sport. J'ai commencé par le judo. Voilà, j'ai fait quelques compétitions au niveau national quand j'étais vraiment jeune. Je devais avoir 9-10 ans. Et après, j'ai joué longtemps au football. Okay. J'ai joué au football dans une équipe où j'étais à l'académie qui s'appelle l'AG Auxerre. Voilà, où j'ai pu être... Énorme, t'étais avec Giroud, il y avait Giroud à l'époque. J'étais avec Daniel Roland, qui est la personne qui gérait le centre de formation. Et bon, une petite anecdote, c'est que j'étais adjoint à nettoyer les chaussures de Eric Cantona, par exemple. Okay. Donc pour apprendre l'humilité aux nouveaux académiciens, eh bien, on était adjoint à un joueur et à la fin de chaque entraînement, on devait nettoyer les vestiaires et nettoyer les chaussures. Énorme. Moi, c'était Eric Cantona. Énorme. Et pourquoi tu t'es arrêté c'est le football, encore une fois, et le sport de haut niveau, c'est pas facile. C'est au-delà de la qualité technique, la qualité sportive, c'est avant tout une épreuve mentale. Et c'est difficile quand tu as 14-15 ans de quitter tes parents. Moi, je viens d'une campagne qui s'appelle Moret-sur-Loing, 14-15 ans, tu es dans le cocon familial et puis tu te retrouves à Auxerre, tout seul, avec personne. Et donc, il y a cet éloignement qui est quand même difficile à surmonter.
Et malheureusement, j'ai pas réussi à surmonter cette épreuve. Donc j'ai demandé à revenir. J'ai fait qu'un an. J'ai demandé à revenir chez moi. Et puis ensuite, moi, le football, c'était toujours un jeu pour moi. Et je suis revenu dans le club phare de ma région qui s'appelait le RC Fontainebleau, qui était un très grand club à l'époque. Il a même joué en deuxième division. Et je suis resté là-bas et j'ai joué au foot. Pour le plaisir. Pour le plaisir avec mes potes, comme on jouait dans la cour de récréation. Tu me racontais tout à l'heure que le club avait mergé, avait fusionné avec un autre club. Alors le club de Fontainebleau, il a mergé avec le club de Melun. Ok. Et à l'époque, je jouais avec le frère de quelqu'un qui a joué en équipe de France qui s'appelle Claude Makelele. Son frère s'appelle Serge. Claude était là et lui, il était un des premiers à avoir signé. À l'époque, il me semble, à Brest, avec Paul Le Guen. Voilà. Okay. C'était un des premiers à partir de notre région dans un club professionnel. On est toujours à ce jour en contact, d'ailleurs. Énorme. Et qu'est-ce que j'allais dire alors, on va revenir sur le sport, parce que Bitpanda a fait pas mal d'investissements et de sponsoring dans l'univers du sport. Mais avant ça, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as étudié, comment tu as appréhendé, toi, les études ou ce que tu voulais faire de ta vie? Bien, j'ai toujours aussi été attiré par les langues étrangères et les cultures étrangères, en fait. Je suis un passionné d'histoire. Donc, j'ai après une terminale ES, je crois que ça s'appelle. Moi, ça s'appelait Terminal B. Économique et sociale. Voilà. Donc, je suis rentré dans une fac de langue à la Sorbonne, à Paris, pour apprendre les langues étrangères et l'histoire, en fait. L'histoire aux États-Unis, l'histoire des pays latins, Amérique latine. Donc, j'ai passé 4 ans là-bas. Et c'était super, j'ai obtenu une licence en langues étrangères appliquées. Après, je suis allé en maîtrise, mais j'ai été approché par une start-up à l'époque, en fin 99, 1999, au XXe siècle. La première vague Internet. Pour te raconter l'anecdote, j'étais au téléphone à l'Alpe d'Huez avec un pote à moi qui m'expliquait comment se connecter sur Napster et comment télécharger de la musique, parce que j'étais un grand fan de musique et je dépensais tout mon argent de poche et celui de ma petite sœur dans les CD à la Fnac, ça s'appelait à l'époque. Et donc c'était le début de Napster et on pouvait avoir accès à tout le contenu musical depuis un ordinateur. Et donc je parle au téléphone et il y a quelqu'un qui m'entend parler et qui me dit « Ah, tu parles anglais t'es intéressé par les nouvelles technologies, moi j'ai une start-up, est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus ?» Et je dis « C'est quoi une start-up ?» Et donc il me dit une start-up, c'est une société de services numériques qui digitalise les offres des entreprises du CAC 40. Je dis « C'est quoi le CAC 40 ?» Donc le CAC 40, c'est là que j'ai appris ce que c'était. Et on s'est perdu de vue, il m'a donné sa carte. Tu l'avais rencontré dans quel contexte, ce type au Club Med de l'Alpe d'Huez. Ah oui, d'accord, énorme. Voilà, au Club Med de l'Alpe d'Huez. Comme quoi. Et donc, on s'est recroisés 2-3 mois après à Paris, dans un terrain de tennis, en fait, à la Porte d'Auteuil. Et il m'a dit, tu m'as pas appelé, ça serait bien qu'on se voit. Et donc, j'ai visité sa start-up qui s'appelle Group Open. Et donc, j'ai commencé chez lui comme commercial pour proposer des solutions de services numériques à des sociétés du CAC 40. Donc, j'ai été immédiatement dans ce qui s'appelait à l'époque l'équipe Grand Compte, qui gérait les 2 plus gros comptes en France, dans l'univers des télécoms et l'univers de la banque. Et c'est là que j'ai tout appris. J'ai passé 5 ans chez eux. Et donc, j'ai travaillé sur des solutions qui sont l'ancêtre finalement de ce qu'on connaît aujourd'hui du Web 3, le Web 1. Donc j'ai tout de suite démarré dans des technologies disruptives. Et je proposais en fait des services autour de Red Hat, Linux et toutes ces outils de l'infrastructure open IT, source, voilà, tous les outils open source pour rendre les sociétés beaucoup plus agiles lorsqu'il vient des nouvelles technologies. Et voilà, ensuite après ça, je suis rentré dans une autre start-up et j'ai terminé dans une filiale de Yahoo en 2010, qui a fusionné avec Cloudera et qui est coté en bourse. Et là-bas, j'ai rencontré Brad Garlinghouse, qui est le CEO et un des cofondateurs de Ripple, et qui m'a invité gentiment à les rejoindre pour promouvoir. Comment tu découvres ce business development? J'ai toujours vendu. Parce qu'au final, aujourd'hui, en te connaissant, ça te va très très bien et tu es très fort dans ce que tu fais. Oui, alors j'ai toujours vendu, moi, à ma sœur, à mon père, à ma mère, à mes oncles. Donc je leur ai toujours tout vendu.
Et en fait, c'est quoi le business development? C'est la relation humaine. Donc moi, je suis une personne qui aime les relations humaines. Et je pense que c'est extrêmement lié en fait à cela. Hein. Quand on dit il a la fibre commerciale, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a la fibre humaine en fait. Il a la fibre humaine. Et voilà, pour moi, j'ai jamais eu l'impression en fait de travailler. J'ai pas vraiment eu l'impression de travailler. Et c'est pourquoi en fait, j'ai jamais l'impression de vendre non plus. Je me suis toujours mis à la place de l'acheteur. Est-ce que moi, cette solution, je l'achèterais? Et moi, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que c'est une solution qui va m'apporter de la valeur? Est-ce que c'est une solution qui adresse une problématique? Est-ce que c'est une solution sur laquelle je vais pouvoir construire un business model? Je me suis toujours posé ces questions-là et donc j'ai toujours choisi les entreprises en fonction de ça. Bah, tu as plutôt bien choisi, parce qu'on va faire un peu le chemin, mais je suis d'accord avec toi, à la fois sur la partie commerciale, c'est beaucoup d'empathie et d'humanité. Au final, on fait plus facilement du travail avec des gens, pas forcément nos amis, mais avec qui on a une relation plutôt friendly, et ils pensent à nous, donc c'est ultra important. Oui, clairement, quand tu as une relation directe avec tes interlocuteurs, transparente et articulée autour d'un message vraiment de valeur et de comprendre en fait l'impact positif qu'ont les solutions dans l'entreprise et que ça leur permet de croître, ouais, je pense que c'est plutôt un partenariat. Et c'est aujourd'hui l'ADN par exemple de Bitpanda Technology Services. On met à la disposition de nos partenaires un savoir-faire qu'on a acquis sur plus d'une décennie. On a construit une plateforme et une infrastructure qui est plug and play aujourd'hui et qui est activée en termes techniques en moins de 3-4 mois. Assez agile, qui utilise tous les derniers méthodologies, derniers cris, comme les microservices et ce genre de choses. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de ce segment chez Bitpanda. Alors, on va y revenir. Il y a un autre point que j'ai bien aimé, dont tu as parlé. C'est... mince, tu parlais des relations humaines et après... bon, mince, j'ai perdu ma pensée. Revenons sur ta rencontre avec le fondateur de Ripple. Alors, c'est le CEO de Ripple. Le CEO de Ripple, excuse-moi. Donc, lui, il était chez AOL quand moi j'étais chez. Donc, aux États-Unis, du coup, tu étais aux États-Unis? J'étais à Londres. Ok, à Londres. Londres et donc j'ai tout de suite voulu, en fait. Moi, je suis issu de l'immigration. Donc, j'ai demandé à mon père comment il a fait pour avoir le niveau social qu'il a aujourd'hui par rapport à mes oncles. Il était plutôt bien loti. Il était ingénieur en télécommunications, donc dans les années 70, à Paris, et il travaillait pour la Compagnie Générale des Télécoms, l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui comme Free, par exemple. Et donc, il déployait des réseaux cuivre. Et donc, je lui ai dit, comment t'en es venu là? Il m'a dit, j'ai été voir ailleurs que là où je suis né. Donc, j'ai décidé d'aller explorer le monde et donc j'ai choisi la France parce que je parlais bien français. Et donc je suis venu en France et j'ai apporté une expertise technique qu'il n'avait pas ou qui était nécessaire. Et donc fort de ce mantra, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, moi je parle anglais, j'ai joué aux jeux vidéo. Pour jouer aux jeux vidéo, il faut parler anglais. Je vais aller m'installer à Londres. Donc j'ai pris le train, comme tout le monde, et je suis allé à Londres et je suis rentré dans cette société où on vendait de l'infrastructure big data, des solutions autour de Hadoop et de ce qu'on appelait à l'époque le grid, l'ancêtre de la blockchain en fait, l'ancêtre de la blockchain. Et voilà, dans cette activité, j'ai eu la chance de rencontrer donc, le CEO de Ripple. Hein, c'était une boîte de 15 personnes à l'époque. Et donc, il souhaitait croître en dehors des États-Unis. J'étais un des premiers employés en dehors des États-Unis à être recruté par Ripple il y a de ça maintenant 10 ans. Et j'ai passé 5 ans énorme, mais c'était quoi le pitch au début le pitch, qu'est-ce qui t'a attiré chez eux? Très simple. Il me dit, chez Yahoo, on construit l'Internet de l'information. Et à l'époque, Yahoo, c'était quand même une pépite. Gros morceau, ouais. Donc, c'était une pépite. Et il me dit, là, on va construire l'Internet de la valeur. Ok. Je lui dis, ok. L'Internet de la valeur, intéressant. Et donc, moi, j'avais déjà fait quelques transactions Bitcoin sur un site qui s'appelait Poloniex à l'époque. Pour acheter des cartes graphiques, par exemple, que tu pouvais payer en Bitcoin des fournisseurs chinois. J'avais aussi,
Je jouais aussi à un jeu où tu pouvais acheter des shields à l'époque, ça s'appelait des shields, Ok. des armes spéciales et tu payais aussi en bitcoin avec ta carte. Et donc j'ai commencé à regarder ce sujet bitcoin. Moi je suis digital natif, donc j'ai commencé à regarder cette monnaie d'internet. Voilà. Donc j'ai regardé ça et puis j'ai compris, j'ai tout de suite compris que ça allait exploser. Très tôt. Très tôt, quand par exemple le bitcoin était valorisé à 4 dollars ou 4 euros, j'ai tout de suite compris que cette technologie-là, elle allait servir des cas d'usage et que les plus grandes entreprises un jour utiliseraient ça et même les États. Et voilà, on est 10 ans après et c'est ce qui se passe. Et du coup, avec Ripple, tu pars aux États-Unis? C'est le Je début de pars à ton San aventure aux US? Francisco, bien sûr. Je pars à San Francisco, j'arrive là-bas. J'étais déjà allé à San Francisco en 97. Et donc, j'avais déjà visité Palo Alto et la Silicon Valley. J'avais été impressionné. Nice. Voilà, j'avais déjà été impressionné par ça. Fan des technologies, de tout ce qui est jeux vidéo. Avant, c'était Sony qui était vraiment la start-up qui inventait des choses de manière régulière, comme par exemple quand on est passé des cassettes au CD-ROM. Ça a été incroyable. Moi, mon premier ordinateur, j'avais 8 ans, c'était un Amstrad CPC 464 avec des disques floppy. Donc il y avait 512 MO de mémoire. Je me souviens des disquettes. Les disquettes, non, ça c'était le 6128. Le 464, c'était les cassettes même. Ok. C'était encore des cassettes. Après, je suis passé à Commodore, Amiga 500, où il y avait les premiers jeux vidéo de football qui s'appelaient Kick-Off. Excellent. Donc, ouais, j'ai eu de la chance, je suis né dans la bonne époque, on va dire. Mais mes grands frères qui ont 10 ans de plus, eux, ils n'avaient pas de télécommande à la télé. Donc, c'était nous, la télécommande allait, mais la troisième. Moi, quand je regardais la télé, la première fois, il y avait 5 chaînes. Voilà, il y avait 5 chaînes. Donc, ça a bien évolué depuis. Et, non, je suis très content de l'expérience que j'ai eue et je regrette rien. Voilà. Et du coup, à San Francisco, vas-y, développe-nous un petit peu, parce que je sais que tu as fait des deals incroyables aux États-Unis. En San Francisco, on a... Mais Ripple, alors redis-nous un peu l'expérience Ripple. Ripple, en fait, dès le départ, ils avaient un cas d'usage très précis. Donc, ce qui était de créer l'Internet de la valeur. Et ils avaient une cible très précise aussi qui était de disrupter Swift. Okay. Donc, Swift, qui est une messagerie bancaire qui permet de connecter les banques et de transférer de la valeur d'une banque à une autre. Mais c'est un système archaïque qui a été créé en 1972, il me semble. Et qui est simplement unilatéral, qui n'est pas temps réel, qui ne fonctionne pas le week-end, qui fonctionne que dans les de 8h à 17h, et qui a un gros taux d'échec. Et aussi, on ne sait jamais combien le receveur va recevoir et à quelle date précise il va recevoir cet argent. Donc Ripple a mis en place une technologie designée pour ça. Deux choses. Une première chose qui s'appelle RippleNet, donc qui est une messagerie qui interconnecte les banques en peer-to-peer, et un outil de settlement qui est l'XRP. Okay. Donc on a travaillé dès le départ avec des banques, on a signé beaucoup de banques. C'était assez énorme au début. Assez énorme. Pourquoi le pitch marchait Le pitch marchait parce qu'il n'y a pas d'alternative à Swift. Donc okay. Aujourd'hui, quand tu vois que chaque jour, par exemple, si tu prends juste l'Arabie Saoudite et l'Inde, c'est 80 milliards de dollars par jour de volume. Il n'y a pas d'alternative. C'est centralisé. Il y a 8% de taux d'erreur et ça fonctionne que les jours de semaine. Et souvent, c'est down 16 heures par semaine. Et ça coûte extrêmement cher. Donc il n'y avait pas d'alternative et donc Ripple propose une alternative à Swift. Et c'est ça qui a fait leur force en fait. Dès le départ, ils ont adopté... parce qu'en fait, il faut savoir que Yahoo, il a voulu tout faire en même temps. Et donc Brad a écrit, je vous invite tous à regarder ça d'ailleurs, c'est online, ça s'appelle The Peanut Butter Manifesto. Okay. Où il a écrit pourquoi Yahoo a échoué quelque part. Il pouvait racheter Google en 2005, je crois, pour 2 ou 3 ou quelques millions de dollars. Et finalement, aujourd'hui, on voit que Google a pris tout le marché. Et c'est parce qu'en fait, ils se sont concentrés sur une seule chose, un peu comme Jeff Bezos et Amazon. Jeff Bezos, il a commencé par vendre des livres sur Internet et il n'a jamais rien voulu faire d'autre.
Et il a voulu se focuser sur ça jusqu'à être le meilleur. Et de la position meilleure book online, il a commencé à diversifier ses activités. Et c'est ce que fait Ripple d'ailleurs. Ils ont d'abord démarré sur ce cas d'usage remittance, et on voit qu'aujourd'hui ils sont complètement diversifiés avec maintenant une stablecoin qu'ils ont lancée il y a quelques temps et qui a déjà des volumes très significatifs. Ok. Et comment rentre le XRP dans cette histoire, le token? Alors le XRP au départ il n'est pas utilisé, donc on propose simplement un layer de blockchain où les banques peuvent se connecter en temps réel, donc en gros pour disrupter Swift et ce qu'on appelle les messages MT 903 ou quelque chose comme ça, où l'espace est limité, où on marque simplement le nom, le numéro de compte, l'adresse. On ne peut pas attacher une facture, par exemple. Et donc, ils ont proposé cette technologie aux banques. Et c'est sur cet angle-là qu'ils ont commencé à onboarder leur première banque. Donc, et notamment dans les pays au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Une des premières banques qui a même construit son app bancaire sur ça, c'est Santander et ça s'appelle OnePayFX. Donc ils sont même devenus au fil du temps investisseurs, un des premiers investisseurs. Je crois que Ripple a levé très peu d'argent la dernière fois, c'était il y a très longtemps, et ils ont levé moins de 100 millions. Quand on voit ce que peuvent lever aujourd'hui certaines boîtes de crypto, c'est assez monstrueux. Par exemple, si on prend OneInch, la dernière levée de fonds, elle est quasiment à 300 millions. Voilà. Énorme. Et ouais, mais après, bon, c'est l'inflation et c'est pas la même époque. Et ils ont aussi, Ripple, bien surfé un momentum. Ils avaient un time to market parfait. Quand on regarde où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, ils sont plutôt max. Ils sont plutôt bien quand on voit aujourd'hui les challenges auxquels ils ont été confrontés, notamment avec la SEC. Et qu'on voit Tu y étais encore, toi, à ce moment-là? Bah oui, en fait, oui. On a reçu c'était en 2018, ça a démarré. Pour moi, Brad Garlinghouse, c'est le meilleur CEO que j'ai jamais rencontré de ma vie. Pourquoi? Dis-nous quels étaient les traits qui étaient incroyables pour lui. Il est inspirant, c'est un vrai passionné, et son moteur, c'est vraiment les gens. Il est très abordable, extrêmement abordable, super humble. Et c'est un fédérateur. C'est pas facile. Un capitaine. C'est un vrai capitaine. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et à chaque fois que je le revois, c'est toujours un plaisir. Et c'était lui, parce que je sais qu'à un moment donné, quelqu'un de Ripple, soit le fondateur, soit le CEO, était genre dans le top 10 des personnes les plus riches du monde. Ouais, 5e. En fait, c'était lui, c'était le CEO ou c'était le fondateur? C'était un des cofondateurs qui s'appelle Chris Larsen. Et il a fait la une du Paris Match d'ailleurs. Là-dessus. Et oui, à un moment donné, quand il y a eu le premier pic, il faisait partie des 5 hommes virtuellement les plus riches de la planète. Énorme. Et comment se termine l'aventure Ripple? Bien, c'est le Covid. Je suis à Dubaï. Je suis en mode panique. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai peur comme tout le monde. Donc, en 2 heures, je décide de rentrer en France. Et de rejoindre ma famille. Parce que j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'on va tous mourir. Et donc, je quitte, je laisse toutes mes affaires à Dubaï, mon frigo plein. Et j'ai pris un avion, j'ai pris le dernier vol. Et je suis rentré à Moret-sur-Loing. Voilà, m'isoler, comme tout le monde. Et serrer les fesses et attendre, quoi. Tu m'avais raconté une histoire où, je sais plus, c'était une boîte qui avait été rachetée par PayPal ou qui avait utilisé la technologie. Alors oui, je vois de quoi tu parles. Donc après, moi j'ai toujours cru que les banques, quand elles allaient faire le pas vers les cryptos, ils allaient toujours commencer par... ils allaient avoir une approche modulaire et par étapes. Les banques, c'est des institutions financières dont certaines ont plus d'1 siècle. Et donc ils ont des infrastructures technologiques assez anciennes qui s'empilent. Donc, et plein de business models aussi. Ils ont plein de business. C'est assez compliqué. Il y a des banques qui utilisent encore des serveurs, je ne sais pas si tu connais, AS400 d'IBM. Pour changer une ligne de code, ça prend très longtemps. De 0 à 1, simplement. Et donc, j'ai toujours cru et eu la conviction qu'ils allaient avoir une approche modulaire.
le premier métier de la banque, c'est quoi? C'est le gardiennage de valeur. Donc, je me suis tout de suite dit, je suis persuadé que lorsque les banques et les institutionnels vont venir dans la crypto, la première chose qu'ils vont regarder, c'est des solutions de custody. De custody. Donc, j'ai commencé à regarder le marché et j'ai identifié une société qui s'appelle Curve, CURV, hein, pas Curve Finance, qui avait un outil assez performant basé sur une technologie qui s'appelle le Multi-Party Computation, le MPC. Et donc, je les ai contactés, je leur ai proposé d'investir un petit peu. C'était une petite boîte de 7-8 personnes. Et je les ai rejoints comme Head of Growth pour développer l'activité commerciale à travers le monde. Et dès la première semaine, on a signé plusieurs deals, dont Bitpanda d'ailleurs. Qui a énorme. utilisé cette technologie. En fait, la valeur forte technique qu'avait Curve, c'est le policy engine, en fait. C'est la possibilité de répliquer les règles de gouvernance au sein même. Ouais, c'était les premiers à avoir cette innovation. C'était les premiers à avoir ça. Notre concurrent s'appelait Fireblocks, ils étaient 30 personnes. Et en moins de 10 mois, on a signé une quarantaine de banques à travers le monde, jusqu'à ce qu'on soit en contact avec PayPal, et qui a décidé de racheter carrément toute la boîte. Énorme. Donc il y a eu une transaction qui a été faite en 2021 et la société a été rachetée. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'une institution financière de la taille de PayPal rentrait les deux pieds et les mains dans la crypto en faisant ce rachat. Et récemment, il y a eu Stripe avec la boîte de stablecoin, de Bridge. Avec la boîte de stablecoin, il y a Galaxy qui a racheté aussi GK8, il y a Robinhood qui a racheté. Ah ouais, je me souviens GK8. Bitstamp ou Kraken, j'ai oublié le nom. Et donc, ce que faisait Curve, c'était de proposer des solutions d'infrastructure de custody pour permettre aux institutions financières de devenir custodiennes. Du coup, j'ai regardé conservateur de clés. Du coup, j'ai regardé tous les sujets autour des non-custodial. Et c'est là que j'ai rencontré des boîtes comme Uniswap, PancakeSwap. C'était le tout début de la DeFi. Et notamment, j'ai participé à un hackathon en 2019 à New York. Et donc, j'ai repéré une pépite qui était deux gars qui avaient une chaîne YouTube, en fait. Ils avaient une chaîne YouTube qui s'appelait Maniac, Cryptomaniac. Ok. Et donc, deux gars, un Allemand et un Russe, Sergei et Anton. Et donc, ils allaient sur cette chaîne YouTube, ils montraient en fait comment on peut reconnaître un scam en analysant un smart contract. Donc, ils donnaient des tips à la communauté pour identifier à travers le smart contract comment on trouvait. Et ces mecs-là, ils ont fondé quelle boîte? Ils ont fondé, en fait... En fait, cette boîte-là, elle a participé donc, à des hackathons. Donc, ils ont perdu. Vitalik Buterin a donné l'idée, en fait, de dire c'est drôle, mais dans le monde des ERC20, il n'y a pas d'agrégateur de liquidité. Donc, pour savoir où est-ce que je dois aller, sur quelle venue je dois me rendre pour faire mon swap, je suis obligé de passer sur beaucoup d'écrans. Et ça serait plus simple d'avoir un agrégateur sur lequel automatiquement ça dispatche les ordres. On pourrait dispatcher les ordres. Et donc, ils ont commencé à réfléchir. Donc, Sergei, il a écrit un algorithme sur le canapé de sa sœur sur un sopalin en une soirée. Et donc, ils sont allés à New York. Je les ai rencontrés là-bas. Et ils ont créé une boîte qui s'appelle OneInch. Donc, OneInch qui est devenu l'agrégateur du Web3. De référence, donc, de référence. Hein. Et donc, l'agrégateur du Web3 de référence, un des fondateurs, il s'appelle Sergei. L'agrégateur de référence dans le Web2, c'est Google. Il s'appelle aussi Sergei. J'avoue. Donc, je lui ai dit, moi, s'il y a le Web 4, même si j'ai une fille, je l'appellerai Sergei. Donc voilà, ensuite, OneInch a assez grandi depuis. Donc en moins d'un an, la boîte a été... donc un des premiers investisseurs, c'était Binance Lab. Et ensuite, en 2021, on a fait une levée de fonds de quasiment 300 millions de dollars pour une valo à 6 milliards. Et donc, OneInch, c'est énormément d'utilisateurs, énormément de volume. Et je suis vraiment très content d'avoir été impliqué dans cette société.
Et je suis toujours très ami avec Sergey et Anton. C'est vraiment des personnes de haute valeur qui vraiment ont ce mantra de dire Don't trust us, trust Web3. You don't need to trust us. Ça, c'est sa phrase. Ok. You don't need to trust us. C'est quelque chose qu'il répète toujours à longueur de journée. Just look at the smart contract. Ok. Voilà. Donc, je les ai aidés à se développer. On a signé beaucoup de partenariats, notamment avec, par exemple, MetaMask. Donc, Under the Hood, MetaMask, c'est 1inch. Avec Trust Wallet, Under the Hood, c'est 1inch. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, cette non-custodial, ça avait ses limites pour plusieurs raisons. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un certain plafond de verre dans la crypto. La capitalisation globale de la crypto, c'est quoi? C'est 3 000 milliards. Moi, je pense que les prochains 5 000 milliards, ils ne vont pas venir des individuels, mais plutôt des institutionnels. Donc, j'ai un peu regardé comment on pouvait proposer des solutions de type 1inch à des institutionnels. Et donc, si tu te rappelles, il y a en 2020, un des premiers clients de Curve, c'était Bitpanda. Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure. Donc on est toujours restés amis. Et Bitpanda, Bitpanda qui a une histoire incroyable parce que ils ont commencé où? C'est des Autrichiens de Vienne, non? C'est des Autrichiens de Vienne qui ont commencé donc en 2013. En 2013, En waouh! 2013, Bitpanda, c'est un Pourtant, Eric, il est pas si vieux que ça. Non, c'est des jeunes. Hein. Je crois qu'il a 32 ou 33 ans. Ouais, hein. il a mon âge, il a mon âge. C'est la nouvelle génération. Hein. Donc, ils cherchaient des solutions en fait pour transférer de la valeur sur Internet. Donc, c'est là qu'ils ont rencontré le Bitcoin. Et ils ont décidé de lancer leur propre plateforme. Et ils sont adjoints les services d'un troisième cofondateur qui s'appelle Christian Tamer, qui est le Chief Scientist Officer de Bitpanda. Et en 2013, ils ont commencé à builder un exchange pour proposer finalement des services multi-assets. Même époque que Coinbase, quoi. Un peu avant même, je pense. Okay. Je pense que Coinbase, c'est 2014. Ouais, ils ont commencé à être connus en 2014-2015. Ouais. Bitpanda a démarré en 2013, a fait le launch en 2014. On a fêté les 10 ans à la fin de l'année dernière. Énorme. Donc, c'est une steady growth chez Bitpanda. C'est-à-dire, on croît doucement mais sûrement. Et ouais, j'allais dire doucement mais sûrement parce que moi le premier, je comprenais pas comment quelqu'un pouvait prendre la place de Binance en Europe, qui est ultra présente, en tout cas surtout en France. Et leurs volumes ont grossi petit à petit, ils ont gratté des parts de marché au fur et à mesure. Et maintenant, je pense qu'ils sont au même niveau que Binance, ou Binance est sur la pente descendante presque, j'ai envie de dire. Je pense qu'on est un des leaders en Europe. Je pense que le taux de sur la partie retail, parce que aussi vous avez accès beaucoup de la technologie en B2B, ouais, en B2B2C. Je pense qu'aujourd'hui, la France et l'Italie, c'est des pays avec des croissances mois après mois qui sont assez significatifs. Et c'est dû à deux choses. Hein. La première, c'est qu'on a une plateforme multi-asset. Donc on peut, sur cette plateforme, passer d'un bitcoin à de l'euro à... Donc c'est un trading engine en marque blanche qui permet d'acheter, de revendre des cryptos. Achat-revente, tout à fait, c'est un broker. Et qui est connecté à différentes sources de liquidité. Exactement, à différentes sources de liquidité. Et c'est profitable depuis 2016. Donc on croit doucement mais sûrement. La deuxième... Je connais bien David de Leadblock qui avait investi dans leur série A, je crois. Tout à fait, qui était et qui les a beaucoup mentorés. Ah ouais, c'était un early investor de Ripple. Énorme. De Ripple. Donc David, c'est quelqu'un qui vient du monde traditionnel, qui nous a beaucoup aidé et qui nous aide encore. Et donc, on le salue. Exactement. C'est un tonton lui aussi. Ce serait bien de l'avoir sur ton... Ouais, j'ai eu Carla qui travaille avec lui. Okay. Et t'as raison, je vais prendre le temps de l'inviter. Je vais aller chez lui même. Exactement. Et donc, le bread and butter, ce qui fait la force de Bitpanda, c'est l'aspect sécurité. Nous, on a toujours travaillé avec une approche compliant. Parce que ça veut dire quoi la conformité? Ça veut dire la sécurité des utilisateurs. Ça veut dire le long terme. Donc on a toujours énormément investi
sur ces aspects-là. Et ça a toujours été notre moteur. Là, je crois que vous êtes parmi les premiers à obtenir la licence MICA en On l'a Europe. déjà eu dans Toi, 3 je sais que tu pays. développes au Middle East. Absolument, on porte une vingtaine de licences maintenant. On vient d'avoir aussi la Énorme. semaine dernière la licence au Royaume-Uni. Ok, Donc il y a moins de 5 excellent. exchanges qui ont la licence au Royaume-Uni. Je ne crois pas qu'il y a eu un exchange qui a obtenu la licence dans les 12 derniers mois. Et non, on est hyper content après beaucoup d'efforts d'avoir reçu la licence broker-dealer qui vient adjoindre la licence. Et ça en est où maintenant, Custody. Bitpanda? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont publics en termes d'utilisateurs, de Oui, volume? on vient de fêter nos 6 millions d'utilisateurs. Ok. Et on prévoit dans les 3 prochaines années d'être autour de 10 millions. Quand vous dites 6 millions d'utilisateurs, c'est que sur la plateforme Bitpanda, c'est pas... Ok, Oui, tu on comptes pas les utilisateurs qui passent par la solution en marque blanche. Non. Ok. Non. C'est les utilisateurs directs. Et Ok. ce qu'on voit, c'est que quand un utilisateur vient chez Bitpanda, on en a très peu qui partent. Hein. On a Ok. des utilisateurs qui sont là depuis 2014, par exemple. Pourquoi et comment vous positionnez par rapport à Swissborg, par exemple? Je sais qu'ils ont dû avoir 2 fois moins d'utilisateurs que vous. Alors, je connais pas bien Swissborg, mais je sais qu'en Suisse, on est leader. On est numéro 1 sur... Ok. Puis Swissborg, ils proposent pas la même offre que nous. Bah, On ils a, sont un nous, peu... une carte, on a également une carte bancaire, on a également, on peut acheter Ok. également des equity, on peut acheter des métaux précieux sur la plateforme Bitpanda, on peut off-ramp, on peut on-ramp par exemple sur C'est le Bitpanda. Revolut, quoi. On peut par exemple top up son crypto account avec Apple Pay, avec un IBAN, c'est gratuit. On a une cinquantaine d'offres de staking sans restriction. On peut staker, déstaker dans la même journée et on a des fees assez compétitifs. Ok. On a plus de 600 assets listés en crypto sur la plateforme Bitpanda. Ok. Et on Énorme. est notre propre custodian. Donc on a racheté il y a 5 ans une boîte de custody. Ok. Et on a construit, on a buildé depuis sur cette stack-là pour s'assurer de la sécurité des fonds. Hein, parce qu'à la fin de la journée, on détient les fonds et donc il faut s'assurer Bien sûr. d'un point de vue légal et technologique que ces fonds sont safe. La cybersécurité, on a vu le hack de Bytebit. Du coup, vous utilisez pas Safe? Parce qu'apparemment, c'est Safe qui est Non, un en peu fait, remis c'est en pas cause. safe. Alors dans C'est le hack de multisig, Bybit, il parle du c'est multisig. en fait ça a été c'est les ressources humaines qui a été corrompue. Ok. C'est pas la technologie en elle-même. Alors, il y avait cette première version. Aujourd'hui, double check parce que il y a beaucoup de gens qui parlent d'une erreur technique du multisig de Safe aussi. Ah. Donc, j'ai lu ça en début d'après-midi, Ah, ok. donc il y a quelques heures. Il y a beaucoup de boîtes de protocoles crypto qui ont leur trésorerie sur Safe. Hein. Ouais, je sais, d'où Parce que c'est gratuit. le red flag. Et enfin, attention, je sais pas s'ils sont affaires à suivre. Alors, deux choses dont je veux parler. L'expansion internationale, dont tu es un peu en charge. Oui, carrément en charge même. Et raconte-nous. Bien, en fait, on souhaite développer, en fait, Bitpanda est le leader en Europe. Il a développé des expertises et on souhaite croître et amener cette expertise développée en Europe dans d'autres territoires. Et naturellement, on est tout de suite venu aux Émirats, qui a un framework légal très clair, un écosystème qui frétille. Et donc, ça a été facile de choisir de s'établir pour la première fois à l'international à Au Middle Dubaï. East. Et de Qu'est-ce que vous faire- prévoyez de... Bien, on regarde des pays comme l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, Ok. l'Afrique également. Vous voulez pas aller compete, par exemple, en Corée? Je sais que c'est les retail qui ont... C'est le pays qui a le plus de volume par retail ou un truc comme ça? Oui, d'ailleurs c'est le plus gros pays pour One Inch par exemple. Ok. Et ça fait partie des cibles qu'on regarde et qu'on analyse Ok. bien évidemment. Mais pour l'instant, encore une fois, on est européen, donc par nature conservateur. Ouais. Et donc, on fait les choses petit à petit. Et donc, on ne fait pas 10 000 choses à la fois. Pour l'instant, on développe notre offre Bitpanda Technology Services aux Émirats. Et on a la chance d'avoir pu signer déjà 2 énormes partenariats, dont un avec une banque tier 1 qui s'appelle Rackbank, qui construit en fait sa stablecoin et son dirham électronique sur la plateforme Bitpanda.
et un deuxième exchange qui utilise notre fusion dont on va parler, qui s'appelle CoinMena. Par exemple, CoinMena, c'est un exchange aux Émirats Arabes Unis qui a ajouté en 2024 1 million de nouveaux utilisateurs. Il y a une croissance assez exponentielle aux Émirats Arabes Unis. Moi, quand j'ai démarré là-bas il y a presque 10 ans avec Ripple, il y avait une boîte de crypto, ça s'appelait Ripple. Voilà. Aujourd'hui, il y en a 3000. Il y a un régulateur C'est un gros aussi. hub, ouais. C'est un énorme hub parce que c'est bien placé sur la carte mondiale et c'est un hub qui permet ensuite de s'étendre dans l'Asie du Sud-Est. Pourquoi les Émirats, par exemple, j'ai entendu dire que Binance et je crois CoinMena ou Rain, un autre exchange du Middle East, sont set-up à Bahreïn. Binance est set-up à Dubaï. Ils sont set-up à Dubaï, Ils sont ok. set-up à Dubaï. CoinMena, oui, il a une licence à Bahreïn, mais aussi à Dubaï. Ok. Parce que l'obtention des licences au Bahreïn, elle était Moins compétitive. moins compliquée. Ouais. En fait, le Royaume du Bahreïn a mis en place un framework légal pour attirer ces sociétés et concurrencer finalement les Émirats. Mais on voit que même aux Émirats, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs régulateurs. Donc, mais l'avantage d'un régulateur comme VARA, c'est qu'il passeporte finalement dans toutes ces juridictions. Ok. Donc VARA, il suit le modèle en fait de MAS et de Singapour. Ok. D'ailleurs, Dubaï est une copie, quelque part, qui a été inspirée Du modèle de Singapour. modèle financier de Singapour. On le voit, moi, quand j'ai déménagé à Dubaï il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de taxes. Donc maintenant, cette année, ils ont commencé à mettre en place taxe sur capital gain. Il y a quelques années, ils ont mis en place la TVA. Et c'est exactement comment Singapour a démarré aussi. Mettre les bonnes incentives et puis après, Exactement. une fois que les gens sont à l'aise. Ok, super intéressant. Alors pourquoi tu es à Paris? Raconte-nous. Alors, je suis à Paris parce qu'on participait ce matin à un événement avec The Big Well, donc, qui réunissait des acteurs de la finance traditionnelle et des acteurs de la blockchain. Donc, il y avait un panel dans lequel on était invité à s'exprimer sur comment les institutionnels peuvent s'équiper de solutions blockchain. Et donc, on essayait de débattre sur la question quels sont les avantages de créer ça in-house ou de travailler avec un third party comme BTS. Toujours le même dilemme pour les corporates. C'est ça. Mais quand on voit que, par exemple, nous, on a démarré en 2013, on était live en 2014, on est digital native. Aujourd'hui, construire sa propre stack, assez capital incentive, ça prend du temps. Et puis, c'est pas forcément ton métier quand tu as une banque de faire ça. Et pendant que tu fais ça, tu fais pas autre chose. Et aussi, le timing est of essence. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as un monstre qui s'appelle Revolut, qui a des dizaines de millions d'utilisateurs, alors que ça n'existait pas, cette marque, il y a 10 ans, moi, si je suis une banque, j'entends le mot Revolut, j'ai envie de vomir. Voilà. Bien sûr, ça leur fait peur. Et aussi, quand tu vois le montant des liquidités. Mais je crois que c'était un peu le contraste aussi pendant l'event. Tu avais des acteurs comme Lydia, comme Bitpanda, versus des banques traditionnelles. C'est aussi un peu le renouveau de la digital finance, enfin de la personal finance et Ben, les banques, elles ont quand même un avantage sur tous ces néobanques, c'est qu'elles ont les liquidités, elles ont également les utilisateurs, elles ont aussi la régulation et surtout elles connaissent le comportement de leurs utilisateurs. Ce qui leur manque finalement, c'est une approche modulaire, composable, ouais. Et un savoir-faire pour activer ce type de service. Et c'est ce qu'on offre. Donc Lydia, c'est un partenaire. On m'a posé une question durant l'event, comment on se place par rapport à Bitstamp qui est un concurrent, et j'ai expliqué que Bitstamp, ce n'était pas un concurrent. Par exemple, on a développé un outil qui s'appelle Fusion, qui est un agrégateur de liquidité régulé, où on est connecté également à Bitstamp. Donc nous, on propose un moteur d'exécution qui agrège finalement plusieurs sources de liquidité. Je te donne un exemple. Bilal veut échanger 100 Ether en USDT à l'instant T. Quelle est l'avenue qui propose le meilleur prix? Tu ne sais pas répondre à ça. Donc, nous, on va prendre ta requête, on va scanner le marché
Et peut-être qu'à l'instant T, Bitstamp, il a 20 Ethers à tel prix, Binance, il en a 30, et donc on va casser le trade en plusieurs morceaux et allouer algorithmiquement pour, in fine, te proposer le meilleur prix. Et l'intérêt de faire cela sur Bitpanda, c'est qu'on est la counterparty risk. On est agrémenté pour être cette counterparty risk qui nous permet d'être liable finalement. Et donc, Counterparty risk, ça veut dire que vous avez la responsabilité du trade. Exactement. Et donc nous, quand on annonce un prix, on est obligé de délivrer sur ce prix. Et après, c'est à nous et notre équipe de trading de faire en sorte d'être profitable. Alors ça, c'est une raison. C'est quoi la deuxième raison? La deuxième raison, pardon. De ta présence à Paris. Ah, la deuxième raison, oui. Donc on va lancer officiellement, on a signé un accord de partenariat pour devenir le crypto partner du Paris Saint-Germain. Excellent. Alors ça fait partie d'une stratégie plus globale? Ça fait partie d'une stratégie plus globale et donc je vais avoir le plaisir de participer à cette soirée de lancement la semaine prochaine. Excellent. Avec le PSG, avant vous aviez fait quoi? Vous aviez fait le tennis avec Wawrinka, non? Avec Wawrinka, on a fait le rugby avec Dupont. Ouais. On a fait également le Bayern de Munich. Excellent. Par exemple, le Bayern de Munich, ils ne prennent que 3 sponsors. Ils n'avaient pas changé de sponsor depuis 20 ans. Ok. Et donc on a la chance maintenant d'être le crypto partner du Bayern de Munich. D'ailleurs, on a annoncé notre roadmap, et on va donc développer, on a déjà commencé à développer un Web3 wallet et une Web3 initiative, parce qu'on pense que le futur est on-chain. Et l'ambassadeur qui porte ce message, c'est un ancien joueur du Bayern du Munich, et d'ailleurs l'ancien président. Le meilleur goal du monde de tous les ans. C'est ça, Oliver Kahn, qui lui est dans la crypto depuis pas mal de temps, 2016 ou 2017. Énorme. Donc on travaille avec lui et il prend trop énormément badass, de plaisir. Il prend énormément de plaisir, il est toujours aussi fort, il joue toujours au foot. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler sur... Explique-nous un petit peu cette stratégie de sponsoring sportif. Pourquoi est-ce que des boîtes font ça? Qu'est-ce qu'elles espèrent en tirer? Quelle est la métrique? Alors, le sport, ça a toujours été, de tout temps, quelque chose qui réunit les êtres humains ensemble. Et quand tu regardes dans le sport, par exemple, quel est l'événement le plus suivi au monde? Tu t'es déjà posé cette question? Alors, l'événement le plus suivi au monde, c'est la finale de la Coupe du Monde de football. C'est-à-dire que tu as un humain sur 3 qui regarde ça. Donc quand tu communiques sur ces aspects-là, tu es sûr de toucher le plus grand nombre. Et donc nous, on a fait le choix de travailler exactement dans cette perspective-là pour atteindre les masses en fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie engouement. Mais c'est une bataille de mindshare. Je crois pas que ce soit une bataille de mindshare. Je pense que les clubs aujourd'hui, le sport, ça a toujours fédéré de tout temps. Donc c'est plutôt. Ça envoie plein de messages subliminaux. Ça envoie des messages de fédération et donc ça nous permet de communiquer au plus grand nombre et de toucher monsieur et madame tout le monde. Voilà. Énorme. Qui a initié un peu cette idée de sponsoring Alors qui a aidé? On travaille avec donc on a un chief commercial officer qui gère une équipe d'affiliates et c'est lui qui met en place cette stratégie. Il vient du monde du marketing sportif. Énorme. C'est un ancien athlète également, donc il connaît très très bien. Il est très au fait de ces sujets et on est super content de l'avoir parce que c'est grâce à lui qu'on a pu travailler avec ces institutions sportives. C'est encore lui qui est à l'origine du partenariat avec le Paris Saint-Germain. C'est lui qui était à l'origine du partenariat avec le Bayern. Énorme. Et donc, on est très content de l'avoir avec nous. Et la PSG, du coup, ils auront le Bitpanda sur leur maillot? Ça se passe comment? Alors, il y a encore une saison en cours. Donc, on va terminer la saison, on va respecter la saison en cours et les partenaires avec lesquels ils travaillent. Et puis, quand le temps sera venu, on donnera des détails sur ce partenariat. Mais on est super content. Moi, je viens de la région parisienne. Donc, aujourd'hui, avoir l'opportunité de travailler avec un club que je regarde depuis que je suis petit ou qui a connu énormément de légendes. Clairement, pour moi, la dernière légende, c'est Ronaldinho au Paris Saint-Germain. Pouvoir travailler avec cette institution, c'est un honneur.
C'est un plaisir. Comment il Moi, s'appelait j'ai là, jamais son- vraiment eu l'impression de travailler. Ouais, bah, je vois ça. Mais au final, quand tu prends du plaisir, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça en fait que j'avais oublié, sur lequel je voulais revenir. Tu disais, mince, comment tu avais tourné la chose? Euh, sur les choix des boîtes pour lesquelles tu voulais bosser. Oui, Tu vois. Et c'est vrai que souvent, je trouve aujourd'hui, encore plus dans le contexte un peu difficile économiquement, où le marché du travail est difficile, les gens prennent le premier job qu'ils trouvent, tu vois, pour remplir le frigo. Et en fait, en prenant juste un petit peu le temps, et je comprends la contrainte des gens, hein, c'est difficile pour tout le monde, mais juste en prenant un petit peu le temps de bien se poser les questions, de choisir les gens pour lesquels on veut bosser, bah, on n'a pas l'impression de bosser en fait. moi, j'ai Et on jamais eu peut donner le l'impression de meilleur de travailler. soi-même. Exactement. J'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler. J'ai toujours été dans une société qui me correspondait, où je me sentais bien comme à la maison. Mm. Voilà. Il y a un autre point que j'adore, c'est que, et souvent, c'est le problème de beaucoup de business développeurs ou de sales, c'est que dans leur pitch, tu sens pas qu'ils aiment leur produit. Tu vois, ils sont très formels, très, je sais pas comment dire. Binaire, systémique. Ouais, c'est pas ce que je cherche. Je dirais plus formel dans le sens où, tu vois, ils suivent un process. Corporate, conventionnel. Ouais, ils sont trop conventionnels. Ok. Alors que voilà, quand tu as envie de vendre un truc, tu veux que le mec il soit mis à ta place, il ait anticipé tes problèmes, tes futurs problèmes, les limites auxquelles tu pourrais penser quand on pitch cette solution. Et en fait, ça manque de naturel. Je te le dis à toi, pas pour que juste te faire plaisir, mais honnêtement, je pense que tu es peut-être le seul sales qui transpire ce qu'il vend, tu vois. Merci, c'est gentil. C'est J'ai gentil. jamais été impressionné par des sales, tu vois. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Je t'en prie, je le pense vraiment. C'est un honneur. Pourquoi t'as jamais été entrepreneur? Pourquoi? T'aurais Alors, pu, si, entre guillemets, j'étais t'avais de l'argent, t'avais de Si, l'expérience. alors si, j'ai toujours été entrepreneur dans le sens où j'ai toujours été un coactionnaire des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Ok, J'ai jamais été employé. ok, En fait, j'ai jamais travaillé pour un salaire. J'ai toujours travaillé pour valoriser l'entreprise et bénéficier de la valorisation de cette entreprise. Et si, j'ai déjà été entrepreneur. J'ai créé en 2008 un projet de crowdfunding qui a pas mal marché, mais qui était avant-gardiste très tôt, qui s'appelait C'est mon club de foot. Et donc, on a on a créé le premier projet finalement de crowdfunding en France. Après un voyage aux États-Unis, j'avais vu qu'ils faisaient ça dans le hockey. Et on a ramené ce concept-là en France où on a créé finalement la première plateforme de fan engagement en 2008. Et on a fédéré une communauté d'une cinquantaine de mille personnes. À l'époque, on a qui mis en investissait place, dans les clubs. non, en fait, qui permettait un projet en 3 phases. Donc, qui permettait en fait finalement de mettre en place un footballeur manager, mais en réel. Ok, Donc, c'est le modèle des socios du Barça, ouais, par je exemple. vois, ok. C'est le modèle des socios du Plus Barça. un jeu de gouvernance que. Un modèle de gouvernance avec la première DAO mise en place qu'on appelait le Foot 2.0. Et donc, en échange de 50 €, on pouvait participer, contribuer et interagir avec le club de son cœur. Et donc, on a déroulé ce projet. On a fédéré, donc comme je disais, 50 000 personnes avec un abonnement à l'époque à 50 € par an. Et on a racheté un club de foot de 3e division qui s'appelle Moissy-Cramayel et qui s'est transformé en Paris Sénart-Moissy. On a racheté ce club-là, il me semble, en 2010. Et ensuite, on a développé ce club, mais on était vraiment avant-gardiste. Hein. On ne parlait pas encore de crypto, mais on parlait de jeux. Toujours un pied dans le foot. Mais le foot, c'est une passion viscérale. Le foot, ça fédère. Moi, quand je suis parti la première fois à New York, je n'avais pas d'amis. Et j'ai amené avec moi un ballon de foot. Et donc, après l'école, j'allais à Central Park faire des jongles. Et t'imagines, t'es à Central Park, t'es de Moret-sur-Loing, d'un village du Gâtinais. T'as un ballon pas la même de foot chose. et tu commences à jongler. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient de Toujours. manière naturelle. Ça Et fait tu des dis, passes. fais-moi une passe. Donc tu fais une passe. Et puis après, il y en a un troisième qui vient. On fait des passes. Et puis soudainement, on est 6, 7, 8. Allez, on fait un match.
Et soudainement, on est 2 équipes. Et ça y est, on est en train de faire un match de On se donne foot. On se rendez-vous connaît pas. toutes les semaines. On se connaît pas et on est déjà, allez, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et tout se passe super. Et après, on boit un petit coup et tout le monde est content et on se revoit la semaine prochaine. Donc, ça a toujours été quelque chose qui Comment fédère. tu vois l'évolution du marché, et notamment avec ce que font les Américains? Sur quel niveau le foot? Non, non, Web3, excuse-moi. On En revient Web3, au moi, crypto. alors je suis alors les Américains, c'est le plus gros marché de la Terre. Donc moi qui suis un Web3 native, je peux accueillir ça que de bon augure. Et c'est rassurant de savoir que Il n'y a pas eu une réunion de crise chez Bitpanda en mode bon, qui on envoie aux US? je crois pas, je suis pas au courant s'il y a eu ça. Ok. Je suis pas au courant, mais je pense pas. On a plutôt Parce qu'il y a accueilli plus ça. beaucoup de boîtes qui ont un peu recentré leur focus. On a vu A16Z fermer leur bureau à London et dire en fait maintenant on se focus aux US. Alors on a toujours été nous pro-européens. Donc on a toujours été pro-européens et c'est notre ADN. Ok. Donc on va pas comme ça switcher du jour au lendemain parce qu'il y a une élection. Mais c'est sûr qu'on regarde la situation. Mais encore une fois, nous, ce qu'on veut être, c'est le leader européen De l'infrastructure. de l'infrastructure et des Services crypto-exchanges financiers européens. crypto. Des digital Exactement, assets. des services digitaux, exactement. Services digitaux. Ok. Et ensuite, on travaille de manière très précise sur certains territoires. Et en général, on ne suit pas les modes. Quand on a démarré en 2013, est-ce que tu es capable de me citer en 2013 2 noms d'exchange européens, par exemple? Non, européen, non. Ah, il y a peut-être Pemium, mais je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Voilà, Pemium, non, c'était bien C'était après. Bitcoin. C'était bien après. Ok. Peut-être 2015. Voilà. Non, le plus ancien, c'est le seul qui me vient à l'esprit, c'est Bitstamp. Ouais, Bitstamp, ouais. Bitstamp, voilà. C'est des Nordiques, eux, non? Ils sont d'où? Pays de l'Est. Ah, il me Pays de semble. l'Est aussi, Pays de ok. l'Est, Ok, ouais. ok, ok. Pays de l'Est. Après, il y a un autre exchange, il me semble, qui est de Bulgarie, qui s'appelle Nexo. Mais Ok. après, c'est en Asie et aux États-Unis. Hein. Moi, le premier compte que j'ai ouvert, c'était chez Poloniex. Et Je sais que- Mongox. En plus d'investir dans les projets dans lesquels tu travailles, je sais que tu investis un petit peu dans des boîtes. Qu'est-ce que Ah. tu aimes voir dans les Ah. fondateurs? Ah, merci de me poser cette question. Déjà, quand on commence par me dire I'm building, j'écoute plus. J'écoute plus. En fait, moi, ce que je recherche, aujourd'hui, j'investis plus, hein, mais je conseille. Et en fait, ce que je recherche, c'est quel est le problème que tu as identifié, quelle est la vision et quelle est la technologie que tu es en train de construire pour adresser ce problème. Donc quand on m'explique les choses de cette manière-là, c'est sûr qu'on a toute mon attention. Mais si on me dit j'ai construit cette stack-là et que je dis mais pourquoi tu penses qu'aujourd'hui on a besoin de cette stack-là? Ah bah je sais pas, je l'ai construit, j'ai trouvé ce nouveau truc. S'il n'y a pas derrière d'utilité, à quoi ça sert? C'est ce que je dis toujours. Est-ce que toi tu sais qui a inventé l'instrument piano ou guitare? Non. Par contre, si je te parle de Jimi Hendrix et Mozart, tu connais. Voilà, donc ce que j'aime entendre, c'est j'ai compris, j'ai construit, et voilà la manière dont j'adresse. Avoir de la cohérence dans le pitch. De la cohérence. Je suis ouais, d'accord, ça exactement. manque souvent de cohérence Moi, pour dans moi, les pitchs. Ouais. la grande majorité des cryptos, aujourd'hui, je sais pas, juste le mois dernier, je crois que c'est, j'ai pas envie de dire un chiffre, mais je crois que c'est 5000 nouveaux projets de crypto en même pas un mois. Moi, Sérieux? pour moi, Pourtant, en ouais, 2024, il c'est n'y avait pas énorme. beaucoup d'innovation non plus. Énorme. Moi, pour moi, la grande majorité des projets crypto sont voués à disparaître. Voilà. Non, clairement. Pour moi, à part. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour passer des 3 trillions aux 5, 10 trillions, comme tu disais, pour bah, ramener... juste le temps. Je pense que le temps va faire son œuvre. Et à mon avis, d'ici 3 à 5 ans, eh bien, on verra l'ensemble des banques proposer des offres de crypto. Non, clairement. Et, Et aussi, je pense que d'ici 5 ans, toutes les levées de fonds, elles se passeront que sur la blockchain. Et également les titres de propriété. Enfin, aujourd'hui, c'est super heavy. Je ne sais pas si tu as la chance d'être propriétaire d'un bien immobilier. C'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Aujourd'hui, par exemple, si tu es propriétaire immobilier,
il faut un notaire, il faut un avocat, il faut un huissier, il faut enregistrer, Enfin, c'est le parcours du combattant. Alors que si on avait, comme on le voit d'ailleurs, un cas d'usage qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui est le Real World Asset, si on avait ces titres de propriété sur la blockchain, ça simplifierait les choses, ça rendrait les... C'est marrant, j'ai discuté avec David de Leadblock sur un sujet assez proche. Je vais te poser la question, voir un peu de quel bord tu es. Lui, il croyait beaucoup à appliquer la tokenisation et la blockchain pour des actifs très liquides. Et moi, je lui disais, ok, je trouve que c'est cool, mais là où il y a le plus de valeur, c'est sur les actifs illiquides, et parce qu'il y a beaucoup plus d'efficience enfin, l'efficience peut apporter beaucoup plus de liquidité dans ce cas de figure. Et lui me disait, ah, je sais pas trop, pour moi, les actifs illiquides sont par nature illiquides, c'est pas la technologie qui va améliorer leur liquidité. Je suis d'accord avec lui, ouais. Pour moi, s'ils sont par nature illiquides, c'est pas parce que tu vas les mettre sur une nouvelle technologie. C'est comme si, regarde, tu avais. Ouais, mais en fait, moi, ma vision, c'est de dire, en fait, s'ils sont digitalisés, il peut y avoir des agrégateurs. Et donc, en fait, ils seront beaucoup plus liquides parce que les gens auront une vision panoramique à partir d'un site comme tu te connectes sur Boursorama, tu vois tous les stocks, tu vois. Ouais, ça se défend. Franchement, je sais pas. Mais comme ça, si je devais répondre de but en blanc, je dirais que si quelque chose n'est pas liquide, c'est la blockchain, ça va pas soigner le cancer. C'est une technologie qui permet la décentralisation, l'immutabilité et la conservation d'une donnée, finalement. Donc, ça va rendre des produits liquides plus accessibles au plus grand nombre. Par exemple, aujourd'hui, quels sont les outils financiers qui permettent à monsieur et madame tout le monde d'obtenir un petit rendement? C'est le livret A, par exemple. C'est combien le livret A aujourd'hui? 2%, je crois. C'est combien l'inflation? Ouais, plus de 2%. Donc voilà, maintenant quand tu regardes les produits financiers structurés, de type ETF, les index, c'est réservé à une caste qu'on appelle les investisseurs accrédités. Et donc je pense que la blockchain va d'abord s'adresser à monsieur et madame tout le monde en donnant accès à ces produits qui sont réservés à cette caste-là d'investisseurs accrédités. Et on va pouvoir investir 5 euros, 10 euros, 10 000 euros sur ces produits-là, qui sont aujourd'hui réservés à des investisseurs accrédités. Qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais t'envoyer un message dans le passé? Bien joué. Pas mal. Pas mal. Voilà, je dirais bien joué et keep going. Parce qu'on n'est qu'au début. Je pense qu'on est la génération dorée. Voilà. Toi? Nous, en général, ceux qui ont entre... Regarde, moi j'ai 48 ans. J'ai 48 ans, j'ai vécu 2 millénaires, 2 siècles et presque 5 décennies. And I'm still going. Grave. Donc, pour moi, on est la génération dorée, on a beaucoup de chance. Moi, quand j'ai démarré au lycée, les groupes... je suis un grand fan de musique. Donc les groupes qui démarraient, c'était quoi? C'était Nirvana, c'était I.A.M., c'était... aux États-Unis, c'était Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre. Voilà, aujourd'hui, quand on voit les créations musicales, et j'ai rien contre... je veux pas faire l'ancien, mais est-ce que dans 40 ans, on va écouter Aya Nakamura? C'est une question que je me pose, je sais pas. Peut-être. Mais je suis sûr que dans 40 ans, j'écouterai encore Nirvana. Ou Guns N' Roses. Ou Snoop Doggy Dogg. Voilà. Est-ce que dans 40 ans, on va écouter... j'en sais rien, moi. Jules, par exemple. Qui est un des plus gros vendeurs aujourd'hui en streaming. Je pense pas. Parce que pour moi, et j'ai rien contre lui et je le respecte. Mais une fois que tu as écouté une chanson de Jules, tu as écouté toute son œuvre. Ça y est, c'est toujours la même chanson. C'est dans la même rythmique, des rimes en et, toujours pareil. Voilà, donc je pense que beaucoup plus de créativité avant. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de créativité. En fait, il y a trop accès à tout et n'importe quoi. Et le cerveau humain, il est limité, il a une capacité limitée. À l'époque, c'était tellement nouveau
C'était nouveau. Quoi que tu faisais était nouveau. Aujourd'hui, il y a des espèces de courants auxquels les artistes essayent de fitter pour vivre. Voilà. Donc, et puis il y avait un message. Donc moi aussi j'ai connu l'essence de la naissance pardon, de la musique électronique. Donc il y a un instigateur en France. Hein. On parle toujours de David Guetta, mais en fait un des premiers à avoir lancé la musique électronique, c'est Jean-Michel Jarre. Bien sûr. Donc lui il a créé ses premières, ce qu'on appelle aujourd'hui rave party. Ouais. Voilà. Et il D'ailleurs, s'emparait de la il fait musique électronique. un concert sous les pyramides en Égypte, sur les pyramides de Gizeh. Ouais, il a fait des trucs sympas, lui. Derrière, il y a eu des artistes, des DJ, les premiers DJ comme Laurent Garnier. Moi, je me rappelle de David Guetta quand il était physio au bain, au duplex, à Paris. J'ai 2 questions pour toi pour finir. J'ai une question un peu drôle que je pose pas souvent, mais que je pose pas souvent, mais je l'adore. Est-ce que tu penses que les aliens ont des animaux de compagnie? Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah oui, les êtres humains. C'est ma réponse préférée. On me l'a déjà fait 2 ou 3 fois. Ouais, je pense que ouais. Énorme. Et finissons sur des conseils un peu pratiques. Je sais que toi, tu es toujours très lucide, donc j'ai vraiment envie que tu partages ça aux entrepreneurs qui nous écoutent. Mais quels conseils tu donnerais aux gens qui veulent devenir entrepreneurs? Alors, je leur dirais de regarder Pirates Lab et leur accélérateur, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est assez impressionnant. Moi, je t'ai connu, Bilal, il y a 5-6 ans. Tu étais encore un développeur et tu as toujours été drivé par l'innovation, la technologie, et tu es quelqu'un qui joue collectif. Parce que quand tu as atteint un certain niveau de maturité, tu t'es pas replié sur toi-même, mais tu as plutôt joué l'ouverture. Et on le voit, hein, je visite tes locaux, je suis impressionné, on voit un accélérateur, on voit du e-sport, on voit une société d'investissement, et on voit une diversité aussi, qui me plaît beaucoup. Thanks. Donc, j'ai toujours été partisan de créer le plus de synergie, de créer des externalités positives, exactement la collaboration, pour aller plus vite, tester plus de choses. Mais bon, ça, c'était pas prévu, à part ça. Non, mais à part ça, je dirais qu'il faut croire en soi. Il faut croire en soi et en fait, il faut vivre une vie saine. Une vie saine, c'est une vie où on fait du sport, on mange bien, on dort bien, on a des rapports sociaux basés sur l'amour et pas sur le profit et l'intérêt personnel. C'est la base, ça. Et après, quand on a travaillé sur ces points-là, eh ben, en général, tout ce qu'on va entreprendre, ça va fonctionner. Voilà. Il n'y a pas de solution magique. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, ce qu'on pense, ça donne vie. Thoughts become matter. Voilà. Comment on traduit ça? Les pensées se matérialisent. Se matérialisent, exactement. Donc, si on veut avoir des bonnes pensées, bah, il faut vivre une vie saine. Et alors, merci de nous avoir cités. Il y a un truc que tu as oublié, c'est la Blockchain Business School, l'école qui me tient beaucoup à cœur. Quelle place tu penses l'éducation a quel est le besoin d'éducation dans notre écosystème? Pour moi, il est primordial et prioritaire. C'est le premier vecteur. D'ailleurs, nous, chez Bitpanda, on a Bitpanda Academy. Okay. Donc, pour moi, l'éducation, c'est prioritaire. Et franchement, j'ai beaucoup de respect par rapport à cette école. Hein. Moi, j'ai des neveux qui cherchent aujourd'hui à être formés en blockchain. Et c'est très difficile de trouver une école qui leur offre les formations qui vont leur permettre de travailler dans les jobs qui les intéressent. Et je trouve que ce que vous avez fait, de proposer donc, cette école, vous avez fait du reverse engineering en fait. Vous avez fait tout le parcours et après vous êtes dit « Ah, ok, maintenant qu'on est là, si on veut démocratiser au plus grand nombre, c'est quoi les outils qu'on pourrait mettre à disposition pour accélérer cette formation ?» Et vous avez dit « Éducation ». Donc vous avez créé une école et si je crois bien savoir, c'est que cette école, elle a un engouement assez exceptionnel et que malheureusement, vous ne pouvez pas prendre tout le monde dans cette école. On se démerde pas trop mal, mais on essaie de garder de la qualité exactement et de garder cette fibre entrepreneuriale qu'on a au sein de Pirates Lab pour rendre les parcours éducatifs, pédagogiques plus concrets, mais aussi pour essayer d'incentiver ou de catalyser leur prise de risque. Et tu as raison, moi je dis souvent, on n'a rien à perdre, tout à gagner quand on veut entreprendre.
Ce qu'il faut, c'est vraiment toujours être le plus lucide possible pour garder les pieds sur terre, ne pas se mentir à soi-même, être vrai. Enfin, ce que tu disais, c'est être vrai avec soi-même, être vrai avec les autres. Et c'est comme ça qu'on fait des relations. Oui. Et quand tu regardes aujourd'hui l'offre dans le marché, les offres d'emploi, donc toutes les sociétés du CAC 40, elles recrutent un head of blockchain. Je ne connais pas une société aujourd'hui de pointe qui n'a pas un référent, ouais. un référent blockchain en son sein. Donc, vous êtes dans le mille. Et, Excellent. Franchement, bravo. Merci Walid. Merci beaucoup, c'était un T'as plaisir. géré. Merci d'être venu dans les bureaux aussi. Merci, Je te souhaite plein de réussite. Je vous souhaite plein de réussite avec Bitpanda et on va suivre ça de près. Bah, on a des goodies Bitpanda, on a un baby Bitpanda. On est à chaque fois invité aux soirées. On viendra aux prochaines. Okay. Et bon retour au Middle East. Merci beaucoup. À bientôt. Merci aux auditeurs. Ciao. Au revoir, merci beaucoup.